Bien, mesdames et messieurs, le Normand que je suis vous salue. Et je voudrais vous dire que vous avez deux immenses personnalités normandes de votre structure qui sont là et que je voudrais saluer. Jérôme Nury, qui est député de l'Orne, et Cédric Mougelot, qui est vice-président du département du Calvados. Comme quoi, vous voyez, les Normands sont aussi présents aujourd'hui. Ma chère Valérie, il fallait vraiment que je t'aime pour venir aujourd'hui. Pour tout vous dire, j'étais encore à cette heure-ci quasiment sur les plages avec mes enfants en Grèce hier. J'ai voyagé cette nuit et je suis heureux d'être là aujourd'hui, et pour rien au monde je ne voulais manquer ce rendez-vous. Et je vais un peu reprendre ce qu'a dit Maël tout à l'heure, je ne sais pas où il est passé. Et bon, il est parti. Mais je voudrais simplement vous adresser 2 ou 3 messages. Le premier message, c'est celui d'abord d'un homme qui n'a jamais douté à aucune des élections. Je ne suis pas républicain. J'ai été, mon cher Roger, président du groupe UDF à l'Assemblée nationale quand nous étions jeunes et beaux. Et pourtant, à chaque élection présidentielle, même les plus difficiles, et j'évoque par exemple la dernière, j'ai toujours été là. Toujours. Au moment des élections européennes, j'ai fait campagne avec enthousiasme auprès de François-Xavier Bellamy. Il y a des sujets sur lesquels je n'étais pas forcément complètement en concordance avec lui, mais j'aimais la profondeur et l'intelligence de son discours. Et j'ai volontiers fait campagne pour lui. Si je vous dis ça, c'est parce que je voudrais évoquer avec vous 2 points, et je vais le faire avec franchise. Demain, je ferai aussi ma rentrée politique, nous serons aussi nombreux en Normandie, ma chère Valérie, et tu me feras le plaisir de venir l'année prochaine. Et je la ferai avec Gérard Larcher, le président de l'Association des maires de France, François Baroin, et le président de l'Association des départements, Dominique Bussereau. Je dirai à peu près la même chose, et je vais essayer de synthétiser cela aujourd'hui pour vous faire partager 2 convictions profondes que j'ai. La première, je ne suis plus parlementaire, mais bien entendu j'observe, et je le dis aux parlementaires qui sont là, les débats politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je crois, mesdames et messieurs, que nous nous trompons grave quand nous sommes dans l'opposition systématique et dans la posture permanente. Je pense qu'il nous faut savoir aborder les sujets avec un peu d'objectivité. Nous retrouverons de la crédibilité, mesdames et messieurs, si nous sommes en capacité de dire quand c'est bien, quand c'est mal, c'est mal. J'évoquerai les sujets qui vont mal, mais évoquons quelques sujets sur lesquels nous aurions porté peu ou prou la même réforme. Alors on peut toujours dire que c'est pas assez, que ça aurait pu être encore mieux, et c'est vrai, parce que la vie politique fait qu'on est appelé à faire des concessions lors de la construction d'un projet de loi, d'une réforme, parce qu'on est obligé d'entendre l'ensemble des forces politiques et sociales d'un pays. Mais très franchement, sur le droit du travail, est-ce que par nature nous aurions dû dire que cette réforme n'était pas à la hauteur? Est-ce que moi qui suis comme Valérie en charge d'une partie du système de mobilité de ma région, est-ce que la réforme de la SNCF était une mauvaise réforme? C'est une réforme que nous aurions dû faire ou que nous aurions fait. Et lorsque, mesdames et messieurs, nous évoquons les questions d'enseignement et d'éducation, je parle devant Valérie, je n'ai pas vérifié auprès d'elle que nous avons la même position, j'espère qu'elle ne me dira pas le contraire, mais lorsque le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, évoque plus d'égalité des chances, le retour aux savoirs fondamentaux, le dédoublement des classes,
lorsqu'on évoque la question des programmes dans les collèges, des devoirs faits, c'est-à-dire de la possibilité pour les mômes de les faire au collège et de ne pas rentrer à la maison sans avoir aucun accompagnement, lorsqu'on évoque la question des droits universitaires, des établissements universitaires expérimentaux, lorsque on évoque ces sujets-là, on a le droit de les regarder en pointant certes certaines insuffisances, mais aussi en se disant que dans tout cela, tout n'était pas forcément à jeter aux orties. Et donc, mesdames et messieurs, mon premier message que je voudrais passer ici à Brive, c'est que nous aurions intérêt à sortir de la posture et de nous inscrire dans une construction politique intelligente qui nous permettrait, dans le même temps, de retrouver crédibilité. Parce que quand je suis en Normandie et qu'il m'arrive d'évoquer avec un peu d'énervement des politiques menées par Emmanuel Macron, mes mêmes amis me disent « Mais quand tu étais au gouvernement, Hervé, pourquoi vous ne l'avez pas fait ?» Eh bien, il est évident que dans un certain nombre de cas, je suis un peu en difficulté. Alors, je peux toujours dire que ce n'est pas moi qui étais à la tête de l'État, mais c'est quand même un peu court. Et donc, je crois que nous avons besoin, dans un système politique en effet totalement éclaté, mais où en effet restent des repères extrêmement importants, comme l'évoquait Maël, de changer notre façon de faire. Je pense qu'aujourd'hui, on a des hommes et des femmes, des Françaises et des Français, qui sont capables de voter pour nous à une élection et de voter pour quelqu'un d'autre à une autre élection. Et je crois que le second message que je voudrais vous faire passer, c'est que nous avons l'impérieuse nécessité, mesdames et messieurs, de reconstruire notre projet politique. Oui, il y a des sujets majeurs sur lesquels nous devons être. Oui, il y a des sujets sur lesquels nous sommes identifiés. La question de l'identité, la question de la laïcité, la question de la lutte contre l'immigration clandestine. Mais pardon, mesdames et messieurs, quand on est à droite ou au centre droit, on a le droit aussi d'être moderne. Moderne. Vous voyez, j'avais cette conversation avec mon fils il y a quelques jours durant les vacances. Il a 24 ans, il est bientôt avocat, il vient de finir ses études, et il me dit, tu sais, c'est un truc assez extraordinaire. Toutes mes copines et tous mes copains étaient fillonistes durant la campagne présidentielle. Ils ont fait la campagne, ils ont voté pour lui. Eh bien, je te jure que c'est vrai, ils ont tous voté Europe Écologie Les Verts aux élections européennes. Et alors j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre Jadot et Fillon? Et à cette question, il m'a répondu deux choses, mesdames et messieurs. La première, avec ses 24 ans, est-ce que tu crois, papa, que nous pouvons être autant en retard sur les questions de société? Et j'y reviendrai. Et me dit-il, tu sais, moi, je ne suis pas Frédéric Dabi de l'IFOP, mais ce que je sais, c'est que auprès de toutes mes copines qui avaient fait la campagne de Fillon, même si je vais choquer un certain nombre d'entre vous, quand François-Xavier Bellamy, le lundi, sur les radios, a évoqué sa position sur l'IVG ou sur Vincent Lambert, eh bien, on les a perdus dans la seconde. Et deuxièmement, me dit-il, à partir du moment où nous ne nous retrouvions plus dans un brin de modernité, même si le discours de Bellamy était un discours absolument intelligent, est-ce qu'on a le droit aussi de prendre en compte un certain nombre de sujets qui nous concernent plus que toi, puisque nous n'avons pas exactement le même âge? Eh bien, cette conversation de cet été, il y a quelques jours, m'amène à vous dire, mesdames et messieurs, que moi, je souhaite que nous puissions construire une alternative qui soit une alternative moderne. Quand, en effet, Emmanuel Macron est insuffisant sur un certain nombre de politiques, nous devons le dire. Lorsque nous évoquons la question des déficits publics, de la croissance de l'endettement de la France, qui aujourd'hui
bénéficie d'une conjoncture absolument extraordinaire que sont ces taux d'intérêt négatifs, mais qui fait peser une lourde épée de Damoclès sur notre pays. Lorsque nous pouvons évoquer des insuffisances majeures sur un certain nombre de sujets comme celle de la reconnaissance des libertés locales, comme la réforme de l'apprentissage qui sera une catastrophe pour ce type de formation auquel nous croyons, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et je vais vous prendre 3 exemples simplement avant de laisser la parole à Valérie que vous êtes venu entendre. Premier sujet, mesdames et messieurs, c'est la question de l'environnement. Emmanuel Macron a été formidable au G7. Il s'est tapé les Brésiliens pour apparaître auprès des Français comme un formidable écolo qu'il n'a pas été pendant 2 ans. Dans la voiture, en venant, je me disais, mais qu'est-ce qu'en 2 ans, on pourrait évoquer comme sujet qui ont été traités sur ces questions par le gouvernement d'Emmanuel Macron? Bien, la seule chose que j'ai retenue, c'est la démission de Nicolas Hulot. Très franchement, prenez sujet après sujet sur ces questions-là. Si vous êtes en capacité de me trouver une transformation systémique sur les questions environnementales, eh bien, je vous paie mon billet. Allez, je vous cite. Une exception peut-être, c'est la fermeture des centrales à charbon. Mais sorti de là, sur la ressource en eau, les élus locaux qui sont ici savent que les agences de l'eau se sont vues ponctionner de 700 millions d'euros qui mettent en difficulté l'ensemble des syndicats de bassin. Sur la question de l'économie circulaire, est-ce que quelqu'un est en capacité de me citer un seul sujet permettant le développement du recyclage? Si vous abordez la question de la biodiversité, la seule transformation qui existe, c'est d'avoir décidé à nouveau la fusion de 2 structures, qui est l'Office national de la chasse d'un côté et l'Agence française de la biodiversité qui a été créée il y a pas moins de 2 ans. Et si vous abordez d'autres sujets comme les énergies renouvelables, je suis président d'une région qui a, écoutez-le bien, inauguré une usine à Cherbourg pour le développement d'une énergie renouvelable qui est l'énergie hydrolienne, c'est-à-dire celle des courants marins, usine qui a été fermée 15 jours après parce que le gouvernement a décidé d'abandonner cette énergie pourtant au fort potentiel. Et donc il n'y a rien. Sauf que, pardon de le dire, la seule expression que nous avons eue sur les questions environnementales a été de porter en dérision l'expression de Greta Thunberg à l'Assemblée nationale. Je l'ai reçue puisque, dans le cadre du prix Liberté, les jeunes qui ont voté par Internet, ce n'est pas la région qui a accordé ce prix, mais ce sont les jeunes, eh bien les jeunes ont voté massivement pour elle, alors qu'il y avait, au titre de la défense des libertés et des démocraties, des candidatures absolument exceptionnelles sur notamment le droit des femmes en Arabie Saoudite, porté par un grand blogueur. Eh bien, ils ont voté pour elle. Eh bien oui, mesdames et messieurs, Greta Thunberg n'avait peut-être pas besoin de s'exprimer à l'Assemblée nationale, mais de là à apparaître comme les ringards de service face à une grande lanceuse d'alerte, pardon de le dire comme ça, qu'elle représente aujourd'hui pour le monde entier, je pense qu'on faisait fausse route. Et si aujourd'hui Emmanuel Macron est devenu écolo, je vais vous dire, je ne vais pas lui faire le procès qu'il a parfaitement conscience de l'urgence climatique. Il suffit d'avoir vécu cet été en France pour en prendre conscience. Mais aussi, mesdames et messieurs, parce qu'Emmanuel Macron, il fait des sondages aussi pour les élections municipales dans chaque ville. Et quand aujourd'hui, dans nombre de villes, ce sont les Verts qui sont en tête, dès lors qu'il n'y a pas une municipalité sortante, largement devant tout le monde, comme à Rouen, pour citer un exemple concret, eh bien, je dis qu'Emmanuel Macron, il est devenu écolo parce qu'il a aussi les élections municipales à venir. Mais ce qui ne nous empêche pas de bâtir un discours sur les questions environnementales qui soit solide, qui puisse être entendu par nos compatriotes,
Parce que, mesdames et messieurs, je vous le rappelle, le Grenelle de l'environnement, c'est nous. C'est nous. Et quand on est à droite et au centre, on a le droit d'être écolo sans être pour autant favorable à la décroissance comme nos amis de chez Jeanne. Deuxième exemple, mesdames et messieurs, en matière de démocratie, nous défendons avec Valérie et tous les élus qui sont ici l'idée d'une nouvelle gouvernance publique, une place plus importante faite au territoire, à l'initiative locale, à l'énergie, à l'expérimentation. Nous portons l'idée qu'une partie de la transformation ne passera pas par la verticalité et la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Nous sommes les seuls en Europe à être bâtis sur un modèle où on pense que c'est dans le salon vert du président de la République qu'on peut transformer le pays. Mais pardon de le dire, et je le dis à celles et ceux qui ont éventuellement l'intention d'être candidats à l'élection présidentielle, pardon de le dire, mais ça nous impose d'avoir aussi un discours au moment des grands débats nationaux où nous avons la modestie de considérer qu'une partie des solutions ne vient pas de l'administration centrale et de la technocratie. Or, à chaque élection, nous défendons nous aussi l'idée qu'il y aurait un homme providentiel absolument extraordinaire en capacité de transformer le pays par coup de baguette magique. Eh bien, ça n'existe nulle part ailleurs, ça n'est pas moderne, mais nous continuons à porter cette idée-là parce que nous avons la folie de cette élection présidentielle au suffrage universel direct. Eh bien, mesdames et messieurs, ça nous impose aussi de rebâtir notre discours démocratique. Et puis, je vais prendre ce troisième et dernier sujet, que sont les sujets de société. Mesdames et messieurs, nous avons toujours été en retard sur ces sujets. Je rappelle qu'une partie de nos aînés se sont opposés violemment à Simone Veil, à laquelle tout le monde fait aujourd'hui référence. J'étais jeune parlementaire, je venais juste d'être élu, j'étais un des seuls parlementaires de l'opposition en 1999, ça me remonte, à voter pour la pilule du lendemain. Il fallait voter contre parce que c'était porté à l'époque par le gouvernement de Lionel Jospin. Eh bien moi, j'avais des quasi-adolescents à la maison et je me disais que je préférais avoir une fille qui puisse, même si ça n'était pas forcément la bonne solution, puisse aller voir un médecin ou une infirmière dans son lycée plutôt que de l'amener dans un hôpital quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard pour une interruption volontaire de grossesse beaucoup plus traumatisante que la seule pilule du lendemain. Troisièmement, mesdames et messieurs, est-ce que le Pacs a bouleversé la société française comme le mariage pour tous? Eh bien, pardon de le dire, moi, je ne serai pas de cela sur la procréation médicale assistée. Et il y a un moment, on finira par se poser les vraies questions. Oui, je suis contre la marchandisation du corps, comme Valérie. Oui, je suis favorable à ce que ces enfants issus de la PMA puissent en effet connaître leur père s'ils le souhaitent. Mais vous ne me trouverez pas dans ceux qui ont manifesté contre la procréation médicale assistée pour tous. Eh bien, sur ces sujets-là, on a le droit enfin d'être un peu conscient de la transformation de la société et de la conscience de nos compatriotes. Comme nous avons droit, ma chère Valérie, on l'évoquait entre nous, d'être un peu plus féministes que nous ne le sommes dans un certain nombre de nos discours. Eh bien, sur ces sujets-là, on nous attend, mesdames et messieurs. Nous avons besoin, en effet, de la pluralité de nos convictions, allant de ceux qui sont aujourd'hui à la Baule à ceux qui demain seront chez moi en Normandie. Mais nous avons besoin, enfin, de retrouver le chemin de la modernité. Oui, quand on est de droite ou du centre-droit, on doit être capable de parler au monde urbain. On doit être capable de parler des quartiers et pas simplement, mon cher Jérôme, du monde rural qui lui aussi est en difficulté. Oui, lorsqu'on est de droite et du centre-droit, on doit être en capacité de parler environnement, développement durable, sans apparaître comme les ringards de service face à tel ou tel sujet. Et oui, mesdames et messieurs, quand on est de droite ou du centre-droit, on est en capacité de parler d'une autre gouvernance
publique et d'une autre démocratie que celle qu'on veut nous asséner tous les 5 ans. Eh bien, mesdames et messieurs, pour cela, on a besoin de vous. On a besoin de Valérie. On a besoin de toutes celles et tous ceux qui seront en capacité de construire cette alternative. Parce que la démocratie française a besoin d'autre chose que de se dire que si ça n'est pas Macron, c'est Le Pen. Ça, c'est une urgence démocratique majeure. Et deuxièmement, on a besoin de bâtir tous ensemble un projet politique dans lequel on ne s'enferme pas dans les antiennes dans lesquelles nous sommes trop souvent. Et pour ça, on a besoin d'hommes et de femmes comme Valérie Pécresse. Voilà pourquoi je voulais être là. Et puis, mes chers amis, mon dernier message, c'est un message d'espoir et d'optimisme. La vie politique, elle change à une vitesse formidable. Alors parfois, ça nous est difficile, mais ça peut aussi nous permettre d'être remplis d'optimisme. Le Parti socialiste espagnol, on pensait qu'il ne retrouverait le chemin du pouvoir que dans des décennies. Forza Italia, qui a dominé la vie italienne pendant des années, est à 5 points aujourd'hui. Et puis, mesdames et messieurs, Emmanuel Macron, 2 ans et demi avant l'élection présidentielle, personne n'imaginait qu'il allait devenir président de la République. Et moi qui étais un de ceux qui suis resté à l'UDF en 2002, je parle devant Roger Carucci et Valérie Pécresse, puisque nous avons eu beaucoup de conversations, personne n'imaginait que François Bayrou puisse quasiment être au second tour de l'élection présidentielle en 2007. Et donc ce que je vous dis, c'est que penser que parce qu'aujourd'hui on est en difficulté, il n'y a pas de capacité à rebondir et à porter un projet alternatif, c'est une erreur majeure. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui nous attendent, mais qui nous attendent pour porter une politique qui soit plus populaire, qui soit plus juste, qui s'adresse à la totalité de nos compatriotes et qui porte un vrai message de modernité. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Mesdames et messieurs, oui, nous sommes capables de pouvoir incarner l'alternative avec Valérie et avec toutes celles et tous ceux qui portent ce beau message. Je vous remercie.